Bonjour, bientôt bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous autour de ces deux autrices de deux romans qui nous ont beaucoup marqués au comité de lecture des fractions. Donc, Fanny Tayandi avec Sicario Bébé, qui est votre au moins 7e livre. Il y a des romans, il y a des formes mélangées dans ce que vous abordez. C'est d'ailleurs même une des spécificités, j'ai l'impression, de définir un nouveau territoire littéraire à chaque fois et une nouvelle forme. Et celui-ci, effectivement, est inattendu dans sa forme par rapport à ce qu'on avait pu lire de vous. Il s'agit d'une histoire de jeunesse, c'est presque un polar par endroits dans son rythme, mais il y a des enjeux dramatiques, dramaturgiques, amoureux, qui naissent d'une question documentaire sur laquelle on pourra se pencher dans un premier temps. Et puis, à côté de vous, Gabrielle de Tournemire, avec Des enfants uniques, qui est votre premier roman. Alors, celui-ci est paru chez Rivage, j'ai oublié de le dire et c'est important. Paru, lui, à la rentrée littéraire d'août dernier chez Flammarion. Celui-ci est paru à la rentrée littéraire d'hiver de janvier. Du coup, je fais une présentation alternée des deux. Gabrielle, c'est votre premier roman. Des enfants uniques raconte une histoire de jeunesse également, une histoire d'amour également, et également documentée, et qui nous documente sur pas seulement la question du handicap, mais la question de notre perception de ce qu'on nomme handicap ou inadaptation. Parce que l'enjeu narratif, c'est de gamins, deux ados qui se rencontrent, qui sont tous les deux inadaptés et qui tombent amoureux. Et d'examiner de façon documentée aussi le possible ou pas dans notre société d'une histoire d'amour comme ça. Et ce faisant, nous la raconter. Et dans les deux cas, je vais en venir à cette question documentaire par laquelle je voudrais démarrer. Dans les deux cas, vos fictions sont documentées, comme je le disais, par l'entremise de la création littéraire, de la langue et de la littérature. Elles nous documentent. Par l'invention aussi, par la fiction, par les personnages. Ça n'empêche pas forcément des fictions documentaires, puisque les deux sont très romanesques. Je tenais à le préciser dès le début. Pour autant, les deux procèdent d'une forme de documentation, en BD ou pas, embarquée comme Gabrielle, vous l'avez fait in situ dans des lieux que vous ne connaissiez pas. Pour Fanny, vous allez nous le dire, mais dès l'exergue, on pourrait commencer par vous, puisque votre exergue est multiple. Elle cite d'abord Jean Giono et Tif, qui est un rappeur algérien. On pourra peut-être revenir à ces questions de la poésie et de l'oralité. Mais la deuxième exergue, si j'ose dire, c'est un extrait d'un rapport confidentiel de l'Office central de lutte contre le crime organisé, donc un texte technique qui nous parle de l'ubercriminalité, qui est l'enjeu narratif premier, le démarrage de l'intrigue et des problèmes qui vont se poser à ces trois personnages principaux qui sont trois jeunes gens. Par une question de comment, pour démarrer, évidemment, elle est sous-tendue par des pourquoi qui seront les vôtres, mais comment vous avez procédé pour enquêter, pour documenter ça, et évidemment, en quoi ça vous a intéressé, en quoi ça vous a semblé important et en quoi ça vous a semblé important comme motif potentiel de fiction, autant que d'y répondre par la fiction. Ouais, merci pour cette grande question. En fait, la petite note que je cite en entrée, c'est donc un extrait d'un rapport de police à destination du ministère de l'Intérieur, de l'Office contre le crime organisé, dans lequel ils font état du fait que en fait, le trafic de drogue a changé de visage. Bon, ça, tout le monde le sait à peu près. Hein. Maintenant, on est sur des trafiquants qui sont internationaux, qui échappent à toutes les juridictions en fait, et qui télécommandent leur action. Et se répand dans le territoire. Et en fait, se répand y compris dans les petites villes, dans les campagnes. Donc dépasse en fait l'image qu'on en a, qui est la banlieue de grande métropole. Et par ailleurs, les recrutés, les Uber, ou les gens qui sont attrapés dans les filets de ces réseaux criminels sont de plus en plus jeunes. Et donc,
cette note, elle était, pour moi, elle était pratique parce qu'elle était synthétique. Mais moi, je me suis pas du tout, je suis pas tombé sur cette note. D'ailleurs, je lis assez peu de rapports de police dans mon quotidien. Mais je suis tombé sur, par contre, plein de faits divers qui étaient relatés en général dans la presse régionale, donc dans Le Parisien ou dans des journaux locaux, quoi, qui concernaient des gamins, mais vraiment des gamins. Donc, je dis gamins dans le sens qu'ils avaient moins de 18 ans, ils étaient enfants. Qui avaient été recrutés sur des réseaux, donc Snapchat, Telegram, autres, pour accomplir des contrats. Et donc, en fait, pour aller tuer quelqu'un sur ordre de quelqu'un. Donc, ils ne connaissaient pas le commanditaire, ils répondaient à un snap. On leur promettait une somme folle. On leur disait, mais de toute façon, t'es mineur, donc tu risques rien. Et ensuite, ils allaient accomplir le contrat. Donc, ils pouvaient être soit tueurs, tireurs, soit pilotes. Et en général, évidemment, les tueurs en série sont un peu plus expérimentés de ça. Les tueurs à gages, pardon, sont un peu plus expérimentés que ça. Donc, ces jeunes gens se font immédiatement attraper par la police et ils se retrouvent en fait avec une charge d'homicide. Ils sont devenus des meurtriers. Et voilà, c'est fait. C'est aussi rapide que ça. Ils savent pas qui ils ont tué, ils savent pas pour qui ils l'ont fait. Et eux, par contre, leur vie s'arrête là, quoi. Et en fait, il y avait quelque chose que je trouvais extrêmement dur dans le fait que ces gamins, ils sont le seul moment où on parle d'eux. Ils ont déjà basculé, en fait. C'est fini. En fait, quand on tue quelqu'un, on sort de la société humaine. C'est le premier commandement, tu tueras point. C'est le premier commandement. Et une fois qu'on a passé cette limite-là, on n'est plus dans le groupe, quoi. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose là qui me chagrinait, en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Et dans un des articles, il y avait le compte-rendu de l'interrogatoire d'un des enfants meurtriers, quoi, la police lui demandait mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça. Et à un moment, il disait c'était pour aider ma mère, parce qu'on m'avait promis 5 000 €, donc je voulais aider ma mère. Et en fait, cette phrase-là, je me suis dit, c'est là qu'il y a quelque chose. C'est qu'en fait, évidemment qu'il y a des motifs. Et évidemment qu'il y a le cœur qui nous agit et qu'on on prend des décisions qui sont bonnes ou mauvaises, mais en fait, on a aussi des émotions. Et c'est parti de cet endroit-là. Merci. On y reviendra. Gabriel, donc des enfants uniques, ça procède d'une immersion volontaire, mais ça on en a déjà discuté avec des lycéens tout à l'heure, donc j'accélère un peu, vous n'êtes pas allé quelque part pour écrire. Vous êtes allé quelque part pour vivre une expérience qui vous intéressait, qui serait intéressant de relater, et il a été nécessaire d'écrire. Donc pour le coup, là, il y a du commun aussi, c'est-à-dire, c'est pas l'écrivain rapace entre guillemets qui va se documenter sur quelque chose qui va nourrir sa fiction, c'est qu'il y a eu nécessité d'écrire et d'écrire dans cette forme-là par rapport à l'expérience que vous avez pu faire d'immersion dans un foyer. Oui, tout à fait. Et puis je pense que d'ailleurs c'est l'immersion qui m'a donné presque la licence d'écrire, parce que je pense qu'on se pose aussi toujours à un moment quand on commence, et je pense d'autant plus quand on écrit un premier livre, la question de la légitimité d'écrire. Et je pense que c'est cette immersion qui m'a à la fois donné le sujet, mais la permission aussi d'écrire sur ce sujet. Et donc oui, en effet, moi je suis partie pendant un an, quand j'avais 23 ans, en service civique, dans le but en fait de faire une rupture avec mon cursus universitaire, hein, pendant une année de césure, comme un peu le font plein d'étudiants, et le service civique, je le répète, hein, est quand même une opportunité pour faire ça qui est assez dingue. Et donc j'avais postulé à plusieurs choses, et j'ai été retenue par une association à Bruxelles qui me proposait d'emménager pendant un an avec 6 personnes en situation de handicap mental, 6 adultes. Et donc, je pense que j'ai appris ce qu'était le handicap et ce qu'était même pas le handicap, ce qu'était l'individu handicapé, ce qu'étaient les individus handicapés, à travers un rapport très intime, en fait, puisque c'est celui de la colocation. Donc, on devait vivre ensemble. Nous, notre mission, c'était vraiment de créer autour d'eux un espace agréable où vivre, des conversations, des confidences, etc. Et je pense que je suis rentrée donc avec eux dans un rapport qui est plus horizontal que le serait un rapport de soins ou un rapport qui rentre dans un cadre professionnel
voilà, de boss ou d'accompagnement en tout cas. Nous, notre but, c'était pas tellement de les accompagner, mais c'était vraiment de vivre avec eux, de nous faire notre vie, eux faire leur vie, et qu'on se retrouve à des moments pour faire des choses ensemble. Et donc, à ce contact-là, je me suis aperçue que l'espace de confidence qui m'était offert par ce cadre du foyer était rempli par des doléances et par des désirs qui étaient ceux de l'amour, qui étaient ceux du désir, qui étaient ceux aussi de la sexualité. Et je me suis rendu compte que c'était pour eux une problématique. Et je m'en étais jamais doutée, en fait, en arrivant là-bas. Et ça m'a un petit peu heurtée. Je pense un petit peu comme toi, c'est ce moment où tu t'es dit, mais pourquoi n'y avais je jamais pensé, en fait pourquoi j'ai essayé de remonter un petit peu les jalons. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et j'ai dû, en effet, au moment où j'ai commencé à envisager vraiment l'écriture, ce qui est arrivé en vrai après cette expérience, quelques mois après, j'ai dû en effet revenir un peu sur les traces de mon expérience, mais aussi m'interroger sur ce qui se passait en France spécifiquement, qu'est-ce qui était mis en place pour accompagner ces vies relationnelles, pour accompagner ces désirs, pour les recevoir. J'ai parlé aussi beaucoup avec des médecins, j'ai parlé aussi avec des éduques, évidemment, des structures. Et ça, ouais, ça me permettait quand même d'ancrer cette question dans un réel défini, identifiable, et dans lequel voilà, on pouvait se reconnaître. Voilà. Merci. Dans les deux cas, quelque chose vous décile le regard à un moment sur quelque chose, donc, en l'occurrence sur des formes d'outsiders, qu'ils soient pauvres, racisés chez Fanny, ou inadaptés ou handicapés chez vous. Et le choix que vous faites, c'est celui du romanesque. Dans les deux cas, les deux livres fonctionnent de façon différente, mais depuis et avec des personnages. Gabriel, c'est structuré, chapitré selon les personnages, Hector et Luz, qui sont les protagonistes. C'est leur histoire d'amour et la possibilité ou pas de cette histoire d'amour à laquelle nous sommes entraînés. Et chez Fanny, on pourrait passer par le passage de la lecture à haute voix, parce qu'on entre par la voix de Blaise, qui est tout un travail de restitution de l'oralité dans une phrase littéraire, d'une oralité extrêmement contemporaine, ce qui est une des saveurs du livre, soit dit en passant, c'est-à-dire qu'il fonctionne de cet endroit-là. Mais là, c'est par la voix, mais ce qui nous convoque, c'est que quelqu'un nous parle, en fait. Un personnage existe. Et ça, c'est de l'invention, de la fiction. Il me semble que c'est pour ça que je fais toutes ces précautions sur documentaire, documenté ou pas. Vos romans, alors que dans les deux cas, il y a une littérature de fait de société. Vos romans sont des romans. Comment transformer ça en question? Vous dire qu'il me semble que c'était un de vos partis pris importants. Et transformer ça en question, c'est juste vous demander également comment vous avez fait. Pourquoi et comment dans les deux cas. Comment mettre ça en place, sortir de cette expérience, Gabriel, et en faire un roman, ça s'est passé comment? Moi, je pense que d'une part, j'avais quand même pour ambition de prendre ces personnages à la racine, en fait. Et ça, c'était quelque chose qui était impossible de faire à partir d'un témoignage, parce que toute immersive qu'ait pu être cette expérience, très intense et tout ça, j'avais quand même pas non plus accès à leur vie, à leur enfance, à leur famille, etc. Et il m'a fallu, pour concevoir ces personnages, exploiter un petit peu les ressources que pouvait m'offrir la fiction pour leur bâtir des passés. Parce que je pense que aussi dans ce livre, ce qui est important, c'est de ne pas prendre les personnages comme handicapés, mais comme des personnages chez qui tellement de choses échappent au handicap. Et donc, il me fallait construire des caractères, il me fallait construire des tempéraments. Et pour moi, il fallait aussi donc aller chercher vraiment au début de leur vie, aller chercher dans leur famille, aller chercher dans leur fratrie. Et donc pour ça, j'ai été obligée de construire, parce que je n'avais pas d'exemple, je n'avais pas eu l'occasion d'aller creuser vraiment sur la vie des personnages que je mettais sur le papier, quoi. Et je dois dire aussi que le roman m'est apparu comme une
comme l'unique possibilité de construire cette histoire, parce que j'ai pu apercevoir la naissance d'un couple dans ce foyer-là, et ce qui m'a aussi engagée à me poser ces questions-là de possibilité d'une histoire d'amour, de possibilité d'une histoire durable. Et cette histoire n'a pas duré. Et donc, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qui ferait que cette histoire puisse exister? Qu'est-ce qui serait nécessaire à cette histoire pour qu'elle existe? Et donc, de fait, je ne pouvais pas proposer de témoignage parce que je n'en avais pas été témoin, quoi. Donc, voilà. Et Fanny parlait de caractère et de caractérisation, j'ai parlé de la voix, et d'emblée, l'alternance des deux voix de Blaise et de Jen, elles sont très reconnaissables. En même temps, les deux sont très composites, ne sont pas du tout uniformes. Ça a dû être une forme de travail et documentaire et d'écriture, c'est-à-dire quelle forme d'oralité on met, comment on les fait exister. Enfin, En fait, c'est venu de manière très intuitive. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait cette question du cœur, en fait, de quelle place a le cœur dans tout ça qui s'était posée quand je lisais la presse, là, que je lisais les faits divers. Je me suis pas dit, bon, je vais faire un roman sur ça. Par contre, à un moment, la voix de Blaise est apparue dans ma tête, c'est-à-dire qu'il s'est mis à parler. Et la première chose qu'il a dit, c'est, elle m'a annoncé qu'on attendait un bébé, quoi. Et en fait, c'est parti de là. Et là, je me suis dit, bah oui, en fait, il y a ça. Il y a un garçon et une fille qui ont 17 ans, ils s'aiment, ils sont ensemble, tout d'un coup il y a un bébé qui arrive, et ils sont trop contents et en même temps ils sont terrifiés, quoi, parce que, enfin, surtout Blaise, parce qu'il a envie d'être un... Jen, elle est plus tranquille, peut-être parce que ça se passe dans son ventre, mais en tout cas elle est assez... elle le prend avec sagesse, on va dire, mais lui très vite il se dit mais il faut que je sois un daron qui assure, quoi. Et donc c'est ça qui met en branle en fait l'histoire. C'est comme ça qu'il va se retrouver aux prises avec des propositions criminelles derrière. C'est qu'il va chercher des solutions d'abord honnêtes. Il va aller voir son ancien maître de stage pour voir s'il y a moyen de se faire embaucher. Il va essayer de se demander comment il pourrait en fait subvenir aux besoins de son futur enfant. Et puis en fait, les propositions honnêtes ne marchent pas, quoi. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de famille. Jen, elle vit juste avec sa mère qui n'est pas au courant qu'il y a une grossesse, qui n'est sans doute pas d'accord avec l'idée. Enfin, en tout cas, personne n'a envie de lui poser la question. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a la vie qui arrive et qu'on n'a aucune solution? Bon, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je savais qu'il y avait cette histoire de trafic qui allait arriver derrière. Parce que quand Blaise est apparu dans ma tête, je savais très bien qu'il était lié à cette histoire de trafic, mais je ne savais pas pourquoi encore. Donc, de fil en aiguille, en fait, par un copain, il apprend qu'il y aurait moyen en fait, juste de conduire une voiture. On lui demande juste de conduire. Il le fait pas. Ça part de là, en fait, ce truc-là. Et en fait, moi, j'aime bien lire des romans depuis toujours. J'adore lire des romans, et j'adore les romans où, en fait, on tourne les pages et il y a du suspense et tout. Et je me suis dit, mais là, il y a une histoire d'amour. Il y a des méchants, il y a 50 000 € à la clé, donc il y a un butin, il y a un trésor. Il reste à trouver la carte au trésor, quoi. Et ça c'était le travail d'invention. C'était comment faire le chemin dans tout ça, en essayant de laisser leur liberté aux personnages. C'est des personnages, Blaise et Jen, que j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, j'étais même triste quand j'ai fini d'écrire, parce que je les fréquentais moins, du coup. Mais qui, en fait, sont des gentilles personnes. Ils n'ont pas envie de faire le mal. Par contre, ils ont envie de pouvoir donner quelque chose à leurs gosses. Et donc derrière, il y a évidemment tout l'arrière-plan de dans quel monde on vit pour qu'il y ait des gamins en fait, de 18 ans qui se disent pour aider ma mère, je vais aller tuer quelqu'un. On est en France, on est censé être un pays riche. Comment ça se fait qu'on en est là? Et ça, c'est la question sous-jacente. Après, sur la question de la langue, Blaise, il s'est mis à parler d'office. Moi, je pense que je parle un français assez oral. Et j'avais envie de travailler ce truc-là, en fait, surtout en France, je pense qu'on a un grand divorce entre l'oralité, où en fait tout le monde parle un peu à la va comme je te pousse, on va dire, avec des raccourcis, de l'argot, du verlan, etc. Et un rapport à l'écrit qui est au contraire très construit par des siècles et des siècles de bon usage, etc. Et en même temps, quand on lit, on n'est pas en train de parler. Et ça, c'est sûr. Quand on écrit, on n'est pas en train de parler. Et donc, j'avais envie d'essayer de malaxer les deux, l'oral et l'écrit, pour faire de l'écrit. Moi, j'ai pas cherché à reproduire une langue qu'on parle aujourd'hui. Je suis pas sociolinguiste ou quoi que ce soit. Par contre, je me suis dit, voilà, comment je prends les wesh, comment je prends l'argot, comment je prends tout ça, et je le mets dans des phrases et ça sonne littéraire. Et là, ça claque, parce qu'un wesh qui est écrit dans une page
au passé simple, tout d'un coup on se dit « Ah, il a dit wesh !» Alors qu'en fait, quand on le dit à l'oral, on s'en rend même pas compte. Et ça, c'est ce qui m'intéressait, quoi, de venir dynamiter un peu l'écriture romanesque. Et vous parliez des motivations, et là je lis une des dernières phrases. Je ne dis pas laquelle, parce que c'est une phrase vers la fin du livre de Gabriel. Et Luz eut la sensation qu'Hector et elle touchaient du doigt brièvement leur rêve d'ordinaire. Et en relisant ça, j'ai vu du commun, en fait. C'est-à-dire que c'est une lecture sociale et sentimentale à cet endroit-là. C'est pour ça que c'est important de passer par les personnages. Et c'est pour ça que Blaise, il en est là. Il veut être un daron avec une poussette un peu classe. Je ne sais plus exactement les mots. Mais voilà, ce sont des rêves d'ordinaire. Il fait une sorte de mini-plan et par un logement dans sa tête avec la somme qu'il faudrait. Et c'est ça qui est très touchant, en fait. Il a des ambitions très, très normales et qu'on pourrait même trouver... médiocre en fait, qu'on peut regarder comme médiocre. En fait, il veut juste avoir un salaire, avoir une maison et avoir des vacances l'été avec sa femme et son gosse à la mer, quoi. Et ça s'arrête là. Et il cherche pas plus loin. Il veut juste que ça se passe bien. Et lui-même, il se trouve un peu, par moments, il dit quand même, je pourrais avoir des rêves un peu plus élevés que ça, quoi. Je rêve pas de faire la révolution, je rêve pas de devenir millionnaire. Il veut juste faire les choses bien. Et comme lui, il n'a pas de modèle familial, puisque c'est un enfant de l'assistance, il n'a pas eu de parents, peut-être qu'il surinvestit, en fait, il fantasme aussi cette normalité, quoi, comme quelque chose qui devient l'horizon du bonheur, en fait. C'est hyper intéressant parce que moi, c'est vraiment exactement... Et je trouve que c'est un trajet qui est assez peu... travailler en fait dans la littérature telle que, en tout cas moi je l'ai apprise avec mon parcours et tout ça, c'est on nous présente beaucoup le romanesque comme étant un trajet hors de la norme en fait, et pas du tout un trajet vers la norme. Alors que je pense que toi, ce que tu fais et ce que moi aussi j'ai l'impression que Hector et Luz font, c'est fantasmer un trajet vers la norme en fait. C'est arriver, c'est pas essayer d'être pas comme tout le monde, de sortir du troupeau, etc. Il fantasme un trajet qui est le tout le monde, en fait. Et je trouve que c'est un romanesque un petit peu à l'envers, parce que c'est aussi, je pense que comme toi, moi, mes personnages, ils font un trajet semé d'embûches, ils galèrent et tout ça. Mais c'est un trajet qui se veut, je trouve, presque contre-intuitif, en fait, quand on parle de romanesque. Et je trouve que c'est hyper intéressant, du coup, d'avoir mis les deux en perspective. Ouais. Il y a du romanesque à cet endroit-là, il y a même de la quête romanesque, c'est-à-dire Fanny cite Homère au hasard des pages, mais il y a de ça, donc de l'amour, de la grande aventure, des péripéties, une quête avec des obstacles et de la dramaturgie. Mais donc c'est aussi une des spécificités de votre livre, Gabriel, c'est qu'il y a énormément de romanesque dans des péripéties administratives ordinaires. C'est pas seulement un désir d'ordinaire de ces inadaptés en marge du fait de leur statut d'handicapé, c'est qu'on est, en tant que lecteur, requis, par la grâce de l'écriture, à des effets de suspense qui n'ont rapport qu'à est-ce qu'on va pouvoir emménager, est-ce qu'on va pouvoir se marier, et autre question très universelle et ordinaire. Oui, bah, je pense que ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. J'ai pas du tout eu de mal à construire ce texte, en fait. Enfin, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais les mettre dans une situation de rencontre, ces deux jeunes, ces deux ados. Et puis, je vais voir par quoi ils passent comme obstacle. Et ça n'a pas du tout été difficile de les trouver, les obstacles. Et je pense que j'en ai oblitéré une cinquantaine. Enfin, je pense que c'est ce qu'on en avait discuté un jour, c'est le romanesque et le lot de la vie de ces deux jeunes et de leur famille. En fait, ce sont des vies qui, malgré elles, en fait, sont des vies romanesques parce qu'elles sont pleines de péripéties, parce qu'elles sont pleines d'obstacles, parce qu'elles sont pleines de bâtons dans les roues à chaque projet, à chaque coin de rue, à chaque entreprise envisagée. Il y a quelque chose il y a des empêchements qu'il faut à chaque fois. Il faut toujours repartir du début et revenir et réexpliquer. C'est aussi tout un jargon, donc c'est tout un langage et c'est des choses encore que la norme ne maîtrise pas pour le coup. Et du coup, ça c'est encore une fois quelque chose d'hermétique. C'est un monde qui est hermétique aussi, le monde du handicap. Et moi, j'ai pas du tout eu de mal à trouver ça, enfin à trouver ces péripéties et ces obstacles. À un moment, Hector et Luz
picole. Et ça a créé son lot aussi de problèmes parce que c'est quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Et c'est ça aussi, c'est un obstacle où j'ai pas eu du tout de mal à le faire advenir quoi, à mes personnages. Je me suis juste mis dans la tête de 2 adolescents qui deviennent adultes et je me suis dit, c'est vrai qu'à un moment, peut-être, ils vont vouloir faire ça, vouloir faire un peu comme les autres. Et en voulant faire comme les autres, ils vont avoir d'autres problèmes que les autres. Et c'était assez facile à écrire, pour le coup, ce côté péripétie romanesque. Je sais pas pourquoi. Et dès le début du livre, Fanny, il y a le couple formé par Blaise et Jen est étonnant parce que, et en même temps évident, parce que très représentatif de ça aussi. C'est-à-dire que ce sont des jeunes, ils sont beaux, ils sont fougueux, ils sont jeunes, ils sont la jeunesse, et pour autant ils ne sont pas dans une caricature de passion et d'emportement. Lui-même a ses rêves qu'on a évoqués, mais celle qui fait, qui fait tenir les choses, et puis on ne va pas tout dire de son importance dans l'intrigue, c'est Jen. C'est-à-dire que c'est non seulement, je trouve, l'héroïne réelle du livre, c'est elle qui, le cerveau, enfin voilà, celle qui fait tenir les choses, c'est l'héroïne au sens propre, mais tout en discrétion, quoi. Tout en raison, en maternité envisagée sereinement, enfin. Et ça, voilà, c'est aussi une des originalités de la structure même de ce livre. En fait, ça, là, pour le coup, je me suis retrouvé assez vite. Donc, j'avais commencé à écrire Blaise, qui raconte le premier chapitre. Je me disais, bon, on va voir comment ça... Puis au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, je ne peux pas raconter l'histoire que de son point de vue, puisque le bébé est à eux deux. Donc, déjà, il faut que Jen parle. Donc, Jen est apparue comme ça, en me disant, en fait, il faut qu'elle prenne la parole. Et puis après, en fait, dans la construction de l'histoire, donc dans toutes les aventures qui vont suivre, en gros, c'est à Blaise que Bobby, son copain de classe, propose ce plan. De toute façon, c'est un plan pour des garçons. Et puis après, c'est eux qui partent avec la voiture, les flingues, et voir comment ils peuvent se sortir de ce guêpier. Et en plus, Blaise, il est en cours d'histoire au début du bouquin, et la prof lui parle d'Ulysse, et il commence à fantasmer un peu la figure d'Ulysse comme ça. Et voilà, et lui aussi, il est... Et là, je me suis dit, bah oui, mais en fait, on est au 21e siècle, quoi. Je vais pas faire Ulysse et Pénélope. Elle va pas rester en filant en attendant qu'il ait fini de vaincre 12 000 dragons et autres magiciennes et qui rentre à la maison avec le butin. C'est pas possible. Et par ailleurs, en plus, là où j'ai été aidé par les personnages, c'est que Blaise, il veut bien faire, mais il a un peu de mal à prendre du recul quand même. Quand on lui propose de faire ça, il se dit pas mauvaise idée. Alors que quand il le raconte à Jen, il sent bien qu'il n'a pas envie d'aller dans le crime et tout ça. Mais quand même, 50 000 euros, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, etc. Donc assez vite, en fait, il en parle à Jen en disant c'est bon, j'ai trouvé une solution. Elle lui dit ouais, d'accord. Mais donc moi, en fait, je fais quoi après? Je viens de voir tous les samedis en prison pendant 20 ans avec le môme. Et là, il est comme un con. Et en fait, c'est elle aussi qui a quelque part la clairvoyance et la maîtrise de l'avenir. Alors après, peut-être que c'est aussi parce que, encore une fois, elle vit dans sa chair le mystère de la vie, et que dans les moments où on vit le mystère de la vie, que ça soit la naissance ou la mort, en fait, le temps, il devient... On a une vision qui va très loin dans le passé, très loin dans l'avenir, donc peut-être qu'elle a une forme de sagesse un peu surnaturelle, quoi. Sagesse surnaturelle, mais quand je parlais de cerveau, sans tout dévoiler, parce qu'il y a de l'intrigue, le livre nous documente presque in situ sur le trafic de drogue en petite ville ou en petite cité, en bordure de ville moyenne, quoi. Et c'est elle qui va se documenter avec une vigie qui est aussi un personnage étonnant. Enfin voilà, tout ce qu'elle monte est étonnant, mais il y a des passages, je les ai plus forts, voilà, je ne vais pas aller les chercher, de sa documentation. Il y a du méta à cet endroit-là, je trouve, parce qu'il y a ses compétences à l'œuvre d'aller se documenter sur quelque chose dont on ne connaît rien. Et ça, c'est un peu le travail de l'écrivain. C'est évidemment elle qui le fait, parce que, j'allais dire les deux andouilles, mais effectivement, c'est un des aspects comiques du livre, c'est-à-dire qu'on voit quand même deux pieds nickelés, tout en ayant la trouille pour eux. Mais ce moment où elle se documente, j'ai trouvé qu'il était très représentatif de plein de choses, en fait, de votre travail. À la fois, on est dans de l'action, à la fois, elle prend à corps les enjeux dramaturgiques, mais elle se documente sur le monde, apprend en faisant, et on est aussi dans une action de la documentation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce passage-là, qui est discret, qui n'est pas le plus dramaturgique, moi, j'ai trouvé très important.
En fait, il y a un truc tout simple, c'est que je me mettais à la place de Jen. Comme elle dit je, évidemment, en écrivant, j'étais quand même à au moins 99% à l'intérieur de sa tête. Mais en fait, si je suis, je suis une jeune fille de 17 ans, voilà, qui apprend tout d'un coup que son amoureux a décidé d'aller faire un contrat pour le compte d'un truc qui s'appelle la WW Mafia. Je fais quoi? Je prends mon téléphone, je cherche WW Mafia. Et sauf que quand j'arrive sur des liens, en fait, il y a marqué « Connectez-vous pour lire la suite, cet article est réservé aux abonnés ». Et donc, Jen, elle va à la bibliothèque, elle sait qu'à la bibliothèque, elle a accès aux articles débloqués, quoi. Et donc, elle va lire, en fait, le journal local. C'est-à-dire, moi, ce qui a été ma principale source de documentation, parce qu'en plus, il y a un truc très, très bizarre, qui est que moi, j'habite dans une ville moyenne. Et en fait, c'est un espace qui est absolument pas, qui n'a pas l'air d'intéresser beaucoup les quotidiens nationaux, quoi. C'est-à-dire que quand on parle trafic de drogue dans le journal, c'est Marseille. Bon, à la limite, au bout de 4-5 rafales de Kalachnikov, on peut s'intéresser à Nîmes ou à Grenoble parce que bon, il y a quand même du sang et des Kalachnikov, donc au bout d'un moment, ça remonte. Mais en fait, sur le truc de basse intensité, de petits règlements de compte, de petits contrats, de petites sommes aussi, de petits enjeux en fait en termes de ça passe complètement à la trappe, quoi. Et ce territoire, au-delà même, enfin ce territoire, je parle au sens générique des villes moyennes et petites, c'est quelque chose qui n'a pas de représentation très, très ferme, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai eu les premiers retours de lecture, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, c'est bien, pour une fois, c'est un bon livre sur la banlieue ». Et j'étais là, alors justement, c'est pas un livre sur la banlieue. Et donc, en fait, ça veut dire que nos représentations sont tellement figées parce qu'on nous sert toujours la même soupe, hein. C'est pas parce qu'on est tous des imbéciles, c'est parce qu'en fait, on met tellement d'équivalence de, racisé, parce qu'il se trouve que Blaise est noir, 1, racisé égale banlieue, 2, trafic égale banlieue, donc 3, un roman avec un narrateur noir et du trafic de drogue, ça se passe en banlieue. Alors que non, en fait, ça se passe pas en banlieue, ça se passe partout. Et peut-être que c'est aussi ça à ça que peuvent servir des romans, c'est que en fait, on débloque un peu des univers auxquels on n'a pas accès dans le commentaire général médiatique sur notre présent, quoi. Et la question de l'apprentissage qui est au cœur du livre. Enfin, je pense aussi, on est d'abord avec le premier narrateur, hein, parce que ça bouge. C'est un éducateur qui commence à nous raconter sa méconnaissance, puisqu'il est en début de carrière. Et un des chemins pour nous emmener à découvrir cette situation, c'est aussi sa voix à lui. Première chose, je pense que là, il y a un point commun à cet endroit-là, c'est-à-dire que c'est méta à cet endroit-là, c'est-à-dire trouver par la littérature, non pas une manière de raconter votre histoire et votre expérience en immersion, mais de faire le récit de ce qu'est apprendre une différence. Oui, en fait, le personnage de Carlo, il m'est apparu nécessaire à plein d'endroits. En fait, le personnage de Carlo, c'est donc un éducateur qui est jeune, qui fait une alternance au départ, qui a donc un petit bagage théorique, un bagage conséquent d'ailleurs théorique sur ce que c'est que s'occuper de personnes en situation de handicap, etc. Mais, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée et qui m'a permis aussi moi de m'accoler et de m'adosser à lui, c'est que lui aussi, il est complètement abasourdi en fait par la question de l'amour. C'est-à-dire que malgré son bagage, il va aussi lui devoir apprendre à faire de la place et à prendre au sérieux ce couple-là, parce que du coup, il va devenir ami avec le personnage d'Hector, il va devenir ami un petit peu avec sa famille, leur relation d'amitié va dépasser un petit peu, déborder du cadre institutionnel, et il va en fait rencontrer le couple d'Hector et Luce. Et lui aussi va être assez choqué et va avoir besoin de se poser énormément de questions, va se dire ok, mais c'est vrai, ils sont en couple depuis un petit bout de temps maintenant, et pourtant on me parle de pourquoi est-ce que j'arrive moi toujours pas à prendre cet amour au sérieux, pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression d'être face à quelque chose de mineur, de moins grave, alors que finalement peut-être que ça se pose dans les mêmes termes et tout ça, et donc il va avoir à charge de porter mon regard et aussi le regard du lecteur qui va ouvrir les yeux à son contact beaucoup. Il me permettait en fait cette espèce de figure intermédiaire
entre Hector et Luz, qui donc sont les principaux protagonistes, leurs familles qui ont des liens très intenses, très forts, très justes évidemment, mais très épidermiques en fait avec leurs enfants, et donc des réactions qui peuvent être démesurées et tout ça. Et Carlo me permettait ce recul-là tout en portant un regard évolutif. Et c'est ça que j'aime bien dans ce personnage, c'est que il ne sait pas tout, il arrive avec un bagage, mais il montre aussi à quel point la question de la prise en charge, de l'accompagnement de la vie relationnelle dans le monde du handicap peine en fait à être entendue, à être écoutée, à être institutionnalisée. Et en même temps, il fait un vrai chemin que je trouve très très beau, qui va en fait le faire presque devenir peut-être un peu missionnaire aussi de ce couple-là, en disant bah voilà, mais vous savez, ça existe, je suis témoin, j'ai un exemple devant mes yeux que je suis, que j'accompagne. Et il va être évidemment un personnage de pont, de trait d'union entre Hector, Luz, entre les parents, entre les différentes familles et tout ça. Mais je pense que il va être surtout un lien entre moi et le lecteur, quoi. Mais les parents aussi d'ailleurs. Les parents apprennent, et les parents se trompent. Et là aussi, il y a une focale et il y a un angle qui est hyper intéressant pour nous de l'extérieur, parce qu'on peut être concerné par l'affaire ou ne pas, et rentrer dans une réalité complexe, parce qu'ils sont, si j'ose dire, handicapés par l'amour, eux, qui portent à leur enfant, puisqu'ils en sont responsables, et ils font autant d'erreurs en voulant bien faire, en y passant beaucoup de temps, en se dévouant. Mais nous, on apprend, si j'ose dire, en même temps que leurs erreurs. Enfin, le livre fonctionne là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'en ce sens-là, il échappe aux limites de l'édifiant, en tant que roman avec un propos social, parce que on est avec eux en train de nous tromper, quoi, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Et je repense à ce que tu disais sur des personnages qui sont fondamentalement gentils et fondamentalement bons et qui cherchent juste à faire au mieux, mais qui se plantent un peu de manière ou qui font des choix, de mauvais choix, je sais pas, parce que je sais pas ce que serait le bon, étant donné qu'ils en ont pas vraiment, mais en tout cas qui voilà, dérivent un peu de ce qui serait bien pour eux. Et je pense que les parents d'Hector et aussi les parents de Luz, dans une moindre mesure quand même, mais les parents de ces deux personnages, ils sont portés par un amour hyper fusionnel pour leurs enfants, qui les conduit à imaginer pour eux des choses et à prendre beaucoup de décisions à la place d'eux, à ne pas laisser à leurs enfants tellement la parole en fait au sein de et je pense que c'est ça aussi qui est l'histoire d'amour permet de cristalliser aussi ces choses, parce que de fait la décision amoureuse, la décision d'aimer, la décision du choix de qui on aime, si tant est qu'il se soit un choix, mais il est ce qui par nature échappe aux parents, et ce choix, il est ce qui est le plus individuel au monde en fait. Et les parents, c'est quelque chose sur lequel ils n'auront jamais droit en fait d'imposer quelqu'un à aimer à leur enfant. Et c'est la seule chose, parce qu'ils vont choisir le métier, ils vont choisir la carrière, ils vont choisir le lieu de vie, ils vont choisir tout en demandant son avis. Mais Hector, par exemple, il dit oui, parce que c'est pas tellement ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, par contre, c'est son histoire avec Luz, et c'est d'imposer aussi son histoire avec Luz. Et c'est des personnages qui vont apprendre aussi à comprendre ce qui se passe dans le cœur de leurs enfants, et à du coup changer de manière de voir, changer de manière de vivre, et qui vont savoir qu'ils ont merdé, qu'ils vont comprendre qu'ils ont merdé, et qui vont se dire ok, il est pas trop tard, on peut encore accompagner de nouveau on l'a très longtemps évacué de nos vies, on peut peut-être maintenant l'intégrer pleinement, et ils vont vraiment laisser de la place à la voix de leurs enfants. Et je trouve que ça aussi, c'est un roman qui décrit plusieurs cheminements, que ce soit celui de Carlo, que ce soit celui des parents, et que ce soit aussi celui de Hector et Luz, qui eux vont apprendre à dire ce qu'ils veulent aussi, qui vont apprendre à porter des exigences et à exiger des garanties, par exemple. C'est un mot qui est important et qui apparaît, et je pense que oui, c'est un espèce de roman d'apprentissage transversal, quoi, pour tous les personnages. Et moi, j'ai grandi avec eux aussi, et le lecteur est appelé aussi à faire ce trajet-là, quoi. Apprendre à dire, et je pensais aux voix, parce que tu disais tout à l'heure, elles sont composites et elles sont passionnantes, et elles sont mêlées dans
de la cohérence ou pas toujours de cohérence dans un joyeux bordel chez Blaise par moment, et beaucoup plus posé chez Jen, mais il y a de la dialectique, il y a un regard politique, il y a aussi des choses de l'ordre de la sensation politique, de l'intuition qui apparaissent dans cette oralité-là, qui me semble hyper intéressante aussi. C'est-à-dire qu'il porte un discours qui est composite, qui est contradictoire, enfin, comme l'oral peut l'être. Pour autant, il porte un discours en construction. Vos personnages, Fanny? Bah ouais, en fait, ils ont 17 ans, quoi. À 17 ans, on a en fait, une immense curiosité pour ce qui se passe, et en même temps une capacité à prendre en compte ce qui a lieu et à l'intégrer dans ce qu'on sait déjà. Notamment conscience des déterminismes, c'est ça que j'ai oublié de dire. C'est-à-dire que ça apparaît sans cesse dans leurs oralités. Ils sont bien conscients de leur position d'exclus, quoi. Mais de toute façon, enfin, on se le fait tous dire, des fois dès le CP, on se fait dire bah, toi t'es nul à l'école. En CP, il y a des gamins, on leur dit t'es nul à l'école, et puis bon, bah, en fait, là, ils sont partis pour 10 ans derrière les barreaux, et puis on leur a dit tout de suite que leur trajectoire, ça serait ça. Puis après, il y en a d'autres, c'est en troisième, on leur dit non, toi, le lycée général, c'est pas possible pour toi, et des fois pour des très mauvaises raisons, qui sont des raisons de préjugés ou d'absence de confiance, en fait, de la part des adultes. Et à l'inverse des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent faire à 15 ans, et à qui on dit non, on va plutôt au lycée général, alors qu'ils ont un projet qui est autre et qui leur convient, quoi. Et donc en fait on se le prend tous, et on sait tous très vite quand même, je pense, enfin en tout cas moi dans ma vie c'est ce qui m'est arrivé, je pense que quand même j'ai eu assez vite conscience d'être à un endroit donné de l'ordre social, et qu'il y avait des gens au-dessus de moi et qu'il y avait des gens en dessous de moi, et que moi je devais faire avec les cartes qui étaient celles que j'avais tirées, quoi. Enfin, et on décide pas à celle qu'on tire. Mais je pense qu'on a l'impression, une fois qu'on est plus âgé, quand on regarde des gens plus jeunes, on a l'impression qu'à 17 ans, 18 ans, tout est flou et tout. Mais en fait, à 17 ans, 18 ans, quand on se rappelle de soi-même, on sait l'essentiel. On a compris l'essentiel. Et on doit faire avec. C'est ça qu'on doit inventer après. C'est ça qui est difficile dans le fait de devenir adulte. Mais du coup, il me semble pas en fait, ils ont une conscience politique qui est celle de là où ils sont, de ce qu'ils voient. Par exemple, Jen, elle va voir l'assistante sociale, et l'assistante sociale lui explique très simplement, et c'est le cas, et ça pour le coup c'est un truc que j'ai découvert en me documentant, que en fait en France, quand on est enceinte et lycéenne, on ne peut pas avoir d'aide de la CAF. Quand on n'a pas le droit, en fait. On n'a pas droit aux aides parce qu'on est lycéenne. Si on est étudiante, ça va. Donc elle veut faire un BTS, elle est en carrière sociale, elle veut faire un BTS. L'année d'après, elle pourrait avoir droit aux aides de la CAF pour un enfant. Mais à condition qu'il n'y ait pas de père. Donc elle a Blaise, en fait. Elle n'a pas du tout envie, et Blaise a envie d'être là. Mais donc en fait, on explique à cette jeune fille que soit elle abandonne ses études, soit elle fait disparaître le papa. Et que c'est ça les deux options. Et que sinon, il n'y aura pas un copep pour elle, quoi. Et voilà, et ça, en fait, c'est pas une question d'avoir une conscience politique très développée. C'est juste, en fait, quand on vous met ça dans la tronche, comme elle le dit, je ne sais plus si c'est elle ou Blaise qui dit, mais en fait, le monde, il n'est pas fait pour des gens comme nous. Et du coup, c'est de là qu'ils sont obligés de partir. Après, ils ont quand même des aides. Blaise, il a un cousin qui est syndiqué, qui fait beaucoup de lutte syndicale, quoi. Et elle a son ancienne tati, sa nounoute quand elle était petite, qui s'appelle l'aïeule, et qui sait beaucoup de choses, et qui, elle, est très au courant des luttes. Enfin, en fait, pour le coup, Jen n'emploie pas le mot, mais en fait, c'est une espèce de crypto-révolutionnaire, quoi, la tati. Elle est au courant de tout ce qui se passe, des ZAD du quartier, etc. Et donc, en fait, elle donne aussi des indices. Ils ont des adultes qui leur donnent des indices. Et il y a aussi une famille, et ça, je pense que ça rejoint aussi ce que tu disais par rapport à l'éducateur, etc. Mais il y a aussi une famille qui se crée, et qui n'est pas la famille... Il n'y a pas que les liens du sang, quoi. En fait, on a des parents qui ne sont pas nos parents. Et même si on se sent seul, en fait, il n'y a pas que nos parents qui peuvent nous aider à grandir, quoi. Je pensais qu'il y avait peut-être une réponse qui arrivait, c'est pour ça que je n'ai pas posé tout de suite de questions, parce que ça fait écho, enfin ça me semble faire écho en plein de points. On va bientôt passer aux questions du public. J'en ai juste une dernière quand même, parce que pour le coup, on l'aura compris,
rentrer dans le cadre officiellement admis comme étant de la romance, l'amour est véritablement au cœur de vos livres en tant que force, en tant qu'intensité narrative, mais presque aussi en tant que sujet. Alors qu'ils décrivent des réalités sociales, des déterminismes politiques. Enfin voilà, il y a des questions non éludées, loin de là. Voilà, ce sont des romans sociaux à cet endroit-là. Pour autant, le fait qu'il y ait ce point commun, que ce soit des histoires d'amour qui soient au centre, ne me semble pas anodin. Et qu'il y a là, à cet endroit, une cohérence paradoxale peut-être, mais sans doute pas. En les lisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, cette question de l'amour au cœur de vos livres. Moi, l'amour, je trouve que c'est vraiment la chose la plus folle qui a été donnée à l'humanité. S'il n'y avait pas d'amour dans l'humanité, ça fait belle lurette qu'il n'y aurait plus rien en fait, sur cette terre, parce que vu comment on se comporte en permanence, c'est en fait le fait qu'on soit doté d'amour et que ce miracle soit possible et que ça nous arrive comme ça sur la tronche, ça rend possible autre chose que la dévastation, la guerre, la cupidité, etc. Et c'est j'ai envie de dire le divin, mais en tout cas le magique de notre espèce, il est là. Donc pour moi, oui, c'est central, c'est sûr. Oui, moi c'est le sujet. Hein. C'est d'arriver à reconnaître à des personnes auxquelles on n'a pas l'habitude de reconnaître des sentiments, en fait, qu'ils sont capables d'aimer, de se projeter, de désirer. Et c'est de reconnaître que leur désir, il n'est pas enfantin, il n'est pas mignon, il n'est pas touchant, il est sérieux et il doit être pris comme tel par les personnes qui le reçoivent. Et c'est... Encore une fois, je reviens à ce choc initial de quand moi, j'ai entendu pour la première fois l'expression d'un désir d'un tel qui me parlait de sa fiancée, ou je sais pas, mais je me suis dit, mais c'est fou que ça me choque, parce que l'amour est la chose au monde la mieux partagée, c'est un petit peu ce que je disais, mais c'est le sentiment le plus universel qui est donné, et ça m'a tellement frustrée ensuite quand j'en reparle et quand j'en ai parlé plusieurs fois pendant la promo du livre. Ça m'a tellement frustrée de me dire, mais depuis combien de temps sont ignorés les leurs, en fait, sont ignorés ces sentiments-là, depuis combien de temps on leur dénie la capacité d'aimer, et alors que c'est quelque chose qui pour nous est décisif, définitoire, etc. Et je pense que c'est un livre qui est né aussi de la frustration de leur frustration à eux, de pas savoir où diriger cette envie d'aimer là qui est commune à tout le monde, quoi. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? On peut avoir lu les livres ou pas, et on peut ne pas avoir éclairé, si vous ne les avez pas lus, tous les aspects des livres. Donc, il y a un micro qui peut circuler. Bonjour, j'aurais une question pour Gabrielle de Tournemire. Alors j'ai terminé aujourd'hui votre livre qui est très, très beau et très bien écrit, donc déjà c'est bravo pour ça. J'ai une question qui est peut-être un petit peu impertinente, mais est-ce que c'était un choix de ne pas nommer les handicaps de Hector et Luz pour, j'imagine, laisser plus de place à leur histoire d'amour et pas qu'on se concentre sur tout de suite leur handicap et pas tout de suite les voir à travers ça uniquement? Oui, oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose que j'interroge aussi tout au long du livre, hein, cette question du langage, du terme de handicap, du terme de compliqué, du terme de potentiel, toutes ces choses qui viennent parasiter en fait notre rapport et le simplifier en fait, et le lisser, notre rapport à la différence telle qu'elle se construit chez Hector et Luz, enfin telle qu'elle se conçoit et telle qu'elle se voit. Et je pense que je me suis aussi aperçue que ces mots-là, les mots de handicap et les mots des maladies et des handicaps et des types de handicap, etc., étaient des mots écrans, étaient des mots sur lesquels on projetait beaucoup de choses, sur lesquels on projetait beaucoup de fantasmes, et qui étaient des mots qui faisaient complètement barrage à une rencontre spontanée. Et souvent, on aurait eu tendance, enfin, on aurait pu en tout cas dire, si j'avais nommé le handicap d'Hector ou de Luz, dire il se comporte comme ça parce qu'il a ce handicap, ou elle se comporte comme ça parce qu'elle a ce handicap. Alors que moi, je pense qu'ils se comportent aussi beaucoup comme ça parce qu'ils ont eu une histoire, parce qu'ils ont
grandi de telle manière parce qu'ils ont été éduqués, et Luz, elle se comporte comme ça parce qu'elle est l'aînée et pas juste parce qu'elle a tel handicap, et elle se comporte comme ça parce que ses parents ont appris son handicap à sa naissance. C'est pour ça aussi que j'insiste aussi sur l'histoire des familles. Mais je trouve que le handicap a tendance à prendre énormément de place dans l'identité d'une personne, alors qu'il y a 1000 autres choses qui sont plus importantes. Merci beaucoup. Une autre question? Ou pas? Eh bien, vous allez pouvoir, je l'espère bien, rencontrer les deux autrices autour de la table des dédicaces qui est en face de la librairie. Moi, je pourrais, voilà, il est l'heure, mais je pourrais encore vous en poser longtemps. Vous aurez compris que j'ai apprécié les deux livres. Je vous encourage vivement à les découvrir et à découvrir le travail de ces deux autrices. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Et bonne suite de festival à toutes et à tous. Pardon, oui, là, excusez-moi, la rencontre suivante. On me souffle dans l'oreillette, enfin dans l'oreille, c'est plus gros qu'une oreillette. La rencontre suivante, dont évidemment, j'avais oublié c'est Bertrand Guillot avec une question de querelle médiévale, et c'est un auteur qui fait avec l'histoire quelque chose de palpitant. C'est un livre paru aux Avril et c'est dans 10 minutes. Merci à toutes et à tous.